Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR au coin du feu. Aujourd'hui, petite lecture du manifeste du Parti communiste par Karl Marx et Friedrich Engels. Introduction. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une sainte alliance pour traquer ce spectre. Le pape et le tsar, Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers d'Allemagne. Quelle est l'opposition que n'ont pas accusé de communisme ses adversaires au pouvoir? Quelle est l'opposition qui, à son tour, n'a pas relancé à ses adversaires de droite ou de gauche l'épithète flétrissante de communiste? Deux choses ressortent de ces faits. Petit 1. Déjà le communisme est reconnu par toutes les puissances d'Europe comme une puissance. Petit 2. Il est grand temps que les communistes exposent à la face du monde entier leur manière de voir, leur but et leurs tendances, qu'ils opposent au compte du spectre communiste un manifeste du parti. Dans ce but, des communistes de diverses nationalités se sont réunis à Londres et ont rédigé le manifeste suivant, qui sera publié en anglais, français, allemand, italien, flamand et danois. Chapitre 1. Bourgeois et prolétaires. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours ou par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, ou par la destruction des deux classes en lutte. Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une division hiérarchique de la société, une échelle graduée de position sociale. Dans la Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens et des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres, des compagnons, des serfs et, dans chacune de ces classes, des gradations spéciales. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer aux anciennes de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'ère de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe
avec l'ouverture de nouveaux marchés. Le métier, entouré de privilèges féodaux, fut remplacé par la manufacture. La petite bourgeoisie industrielle supplanta les maîtres de Gironde. La division du travail entre les différentes corporations disparut devant la division du travail dans l'atelier même.
désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l'industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales sont détruites ou sur le point de l'être. Elles sont supplantées par de nouvelles industries dont l'introduction devient une question vitale pour toutes les nations civilisées. Industries qui n'emploient plus des matières premières indigènes, mais des matières premières venues des régions les plus éloignées et dont les produits se consomment non seulement dans le pays même, mais dans tous les coins du globe. À la place des anciens besoins satisfaits par les produits nationaux, naissent de nouveaux besoins, réclamant pour leur satisfaction les produits des contrées les plus lointaines et des climats les plus divers. À la place de l'ancien isolement des nations se suffisant à elles-mêmes, se développe un trafic universel, une interdépendance des nations. Et ce qui est vrai pour la production matérielle s'appliquait à la production intellectuelle. Les productions intellectuelles d'une nation deviennent la propriété commune de toutes. L'étroitesse et l'exclusivisme nationaux deviennent de jour en jour plus impossibles. De nombreuses littératures nationales et locales se forment une littérature universelle. Par le rapide développement des instruments de production et des moyens de communication, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bon marché de ces produits et la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine et fait capituler les barbares les plus opiniâtrement hostiles aux étrangers. Sous peine de mort, elle force toutes les nations à adopter le mode de production bourgeois. En un mot, elle modèle le monde à son image. La bourgeoisie a soumis la campagne à la ville. Elle a créé d'énormes cités. Elle a prodigieusement augmenté la population des villes aux dépens de celle des campagnes. Et par là, elle a préservé une grande partie de la population de l'idiotisme de la vie des champs, de même qu'elle a subordonné la campagne à la ville, les nations barbares ou demi-civilisées aux nations civilisées. Elle a subordonné les pays agricoles aux pays industriels, l'Orient à l'Occident. La bourgeoisie supprime de plus en plus l'éparpillement des moyens de production, de la propriété et de la pollution. Elle a aggloméré les populations, centralisé les moyens de production et concentré la propriété dans les mains de quelques individus. La
production au lieu de la développer. Ils se transformèrent en autant de chaînes. Il fallait briser ces chaînes. On les brisa. À la place s'éleva la libre concurrence, avec une constitution sociale et politique correspondante, avec la domination économique et politique de la classe bourgeoise. Sous nos yeux, il se produit un phénomène analogue. La société
C'est cependant tout d'abord la forme. Il va sans dire que le prolétariat de chaque pays doit en finir avant tout avec sa propre bourgeoisie. Toutes les sociétés antérieures, nous l'avons vu, ont reposé sur l'antagonisme de la classe oppressive et de la classe opprimée. Mais pour opprimer une classe, il faut, au moins, pourvoir à lui garantir les conditions d'existence qui lui permettent de vivre en esclave. Le serf, en pleine féodalité, parvenait à se faire membre de la commune. Le bourgeois embryonnaire du Moyen-Âge atteignait la position de bourgeois sous le joug de l'absolutisme féodal. L'ouvrier moderne, au contraire, loin de s'élever avec le progrès de l'industrie, descend toujours plus bas, au-dessous même du niveau des conditions de sa propre classe. Le travailleur tombe dans le pauperisme, et le pauperisme s'accroît plus rapidement encore que la population et la richesse. Il est donc manifeste que la bourgeoisie est incapable de remplir le rôle de classe régnante et d'imposer à la société comme loi suprême les conditions d'existence de sa classe. Elle ne peut régner parce qu'elle ne peut plus assurer l'existence à son esclave, même dans les conditions de son esclavage, parce qu'elle est obligée de la laisser tomber dans une situation telle qu'elle doit le nourrir au lieu de s'en faire nourrir. La société ne peut plus exister